Comment accélérer la numérisation du parcours de soins tout en lui conservant son humanité? Ces deux mots peuvent-ils vraiment cohabiter? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Alain Toledano, qui est donc oncologue, président de l'Institut Raphaël, et à distance, Eliette Abécassis, qui est écrivain, philosophe et scénariste. Merci madame d'être avec nous. Pour commencer, Alain Toledano, d'abord, c'est quoi en pratique un parcours de soins numérique? Alors aujourd'hui, la médecine ne s'exerce pas forcément en consultation de façon isolée. On va considérer le patient dans tout son projet de soins, on appelle cela le parcours. Et finalement, c'est une chaîne d'union qui va encadrer ce parcours de soins. Et cette chaîne, elle se mesure, je dirais, sa force se mesure à la faiblesse du maillon le plus faible. Donc chacun doit se soucier de l'autre. Et ça, c'est le parcours de soins. Il est médical et paramédical. En pratique, vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qui se passe dans un parcours de soins réussi? Bien sûr. Donc une patiente aujourd'hui qui est opérée pour un cancer du sein, situation assez fréquente. Une femme sur 10. Une femme sur 10, on dit même sur 8, enfin bon, les statistiques nous apportent quelque chose. Elle va avoir une chirurgie, probablement une chimiothérapie, elle a vu un radiologue qui a fait une biopsie, elle va avoir un médecin qui va faire de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Mais cette femme-là, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un sein uniquement. Elle va avoir des besoins psychologiques, nutritionnels, par rapport à son travail. Et donc c'est toute cette chaîne qui va faire qu'on organise un parcours, et il va falloir le fédérer, l'organiser, et le numérique a tout son impact dans cet aspect. Alors du coup, Alain, on est quand même dans une vision avec un parcours de soins encore plus important dans le cadre de l'Institut Raphaël, puisque ce n'est pas qu'un parcours de soins classique, c'est un parcours de soins étendu, intégratif, puisqu'il va finalement coordonner tout un ensemble de métiers qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en mode si resserré autour du patient. C'est quoi ce nouveau modèle de médecine un peu globale intégrative? Le projet aujourd'hui, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et donc le patient, quand il est en bonne santé ou en mauvaise santé, ce n'est pas uniquement la présence ou l'absence d'une maladie. La santé, la bonne santé, ce n'est pas que le silence des organes. La bonne santé, c'est une santé sociale, une santé psychologique, une santé sexuelle. Alors, on va co-construire avec chaque patient un parcours d'accompagnement qui est orienté, comme on l'a dit, vers la nutrition, les émotions, l'activité physique et le bien-être. Donc l'Institut Raphaël, c'est l'ange de la guérison, a consacré dans le même espace ces acteurs de la santé globale, des médecins bien sûr, mais des paramédicaux, sophrologues, sexologues, psychologues, nutritionnistes et autres. Et on le voit en ce moment, hein, avec la crise du Covid, il ne faut pas qu'on s'occupe que de la santé. Vous le vivez au quotidien à l'Institut. Les patients qui ont du mal à venir par rapport à la prise en charge de leur santé, ils sont face à une barrière presque psychologique, la crainte du Covid. Donc ça devient important d'appréhender non seulement la maladie, le cancer, mais aussi tout ce champ psychologique, de bien-être du patient. Alors, le Covid, c'est un formidable exemple, David, parce que si plusieurs millions de personnes en France ont eu le Covid, finalement, c'est toute la France qui est malade du Covid. Alors, on a envie de dire toute la planète. Donc, en fait, le sujet, ce n'est pas le risque, c'est la perception du risque. À partir du moment où la peur s'est invitée, la santé est dégradée. Donc, la santé, on voit bien que ce n'est pas uniquement la maladie, c'est la façon de la mentaliser. Et on est tous malades du Covid, même sans l'avoir contracté. Et alors, du coup, Eliette, ça, c'est intéressant ce que vient de dire Alain. Moi, j'aurais presque tendance à dire, hein, dans ce contexte où on est tous confrontés à cette peur, qu'on aurait presque besoin de rendre la culture prise en charge par la Sécu, parce que ça nous ferait beaucoup de bien dans ce contexte-là. Pas que l'acte médical, mais aussi qu'on se préoccupe finalement de notre santé mentale au sens large, affective, humaine, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour ou contre alors cette idée que je soumets là aujourd'hui d'avoir une prise en charge de la culture par la Sécu? Oui, écoutez, moi je suis plutôt pour là, mais je pense qu'on en est très loin parce que pour l'instant les librairies sont toujours fermées et pour moi c'est une très mauvaise décision du gouvernement parce qu'effectivement, d'abord les librairies, je ne pense pas que ce soit un lieu de contamination, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de risque sanitaire parce qu'on arrive masqué, il n'y a pas énormément de monde hélas dans les librairies qui se rencontrent. En revanche, c'est un besoin vital, surtout dans notre époque, où les gens sont chez eux et on voit qu'ils sont déprimés, ils sont mal, ils sont seuls souvent et on a besoin de lire parce que la lecture c'est une évasion,
en lisant, on voyage dans d'autres pays, dans d'autres époques, on rencontre des personnages, on rencontre des auteurs, et psychologiquement, effectivement, dans cette époque, ça paraît encore plus nécessaire que d'habitude, où déjà on a besoin de lire parce que tout simplement, la lecture, c'est la liberté, et à commencer par la liberté de penser. Donc, ouvrons les librairies et puis envisageons effectivement que tout le monde soit obligé de lire. C'est un moyen de s'évader de son confinement, d'ouvrir un petit peu son horizon. Et finalement, ça serait intéressant pour nous d'avoir un peu votre regard par rapport à ce qui est fait à l'Institut Raphaël, justement. On s'occupe beaucoup de cette santé physique, mais aussi de cette santé mentale. Quel regard vous portez par rapport à ce type de démarche? Vous qui avez une approche plus humaniste dans des choses, finalement, est-ce qu'on peut combiner les deux, le médical et cette approche, on va dire, plus artistique, art-thérapiste au sens large, avec votre prisme plus littéraire, bien évidemment? Oui, alors en fait, je connaissais l'Institut Raphaël, mais pendant le premier confinement, j'étais très choquée, comme tout le monde, par ce qui se passait, mais aussi par les chiffres qu'on nous donnait tous les jours, tous les soirs. On attendait ces chiffres. Et finalement, j'avais l'impression que tous ces morts et ces malades devenaient eux-mêmes des chiffres. Et là, eh bien, j'ai commencé à lire les billets que faisait Alain Toledano dans la newsletter, c'est des billets quotidiens sur ses patients. Et tout d'un coup, il racontait la vie de ses patients. Ils avaient des visages, des psychologies, de la famille, ont des problématiques existentielles avec son art de raconter, parce qu'il raconte très bien, il a une très belle plume. Et ça me faisait un bien fou de lire ces billets. Pour moi, alors là, c'est devenu vital pour lutter contre ces chiffres et contre cette vision scientifique terrible de cette maladie qui nous glaçait, de retrouver cette humanité. C'était une nécessité. Donc, je suis devenue accro à ces billets et c'est comme ça que nous avons commencé à échanger, puisque je lui ai dit vraiment, c'est extraordinaire ce que tu fais. Et ce qui se passe à l'Institut Raphaël, c'est justement de réintroduire l'humain dans une pratique médicale qui est scientifiquement au top. Et pour autant, c'est l'humain qui est au cœur du soin. Et cette humanité, elle se voit non seulement dans la psychologie, mais aussi dans cette interdisciplinarité où on va introduire l'art et tout ce qui peut faire du bien aux êtres humains qui sont en train de se faire soigner et qui ont des visages, qui ont des vies et qui ont besoin aussi de soigner leur âme tout en soignant leur corps, évidemment. Et ce que je crois, c'est que, en fait, c'est toute la problématique entre la machine et l'homme, c'est-à-dire avec le numérique, on a une chance extraordinaire de pouvoir faire avancer plein de choses d'un point de vue scientifique. Mais il ne faut pas se laisser dominer par la machine. C'est la problématique du golem, ce mythe juif de ce savant qui avait créé, le Maral de Prague, qui avait créé cette machine. Et cette machine, finalement, va prendre possession, va détruire son créateur. Alors, il ne faut pas être contre les machines, il ne faut pas être contre les progrès scientifiques, au contraire. Mais la problématique, c'est d'arriver à ne pas se laisser dominer par la machine, mais au contraire d'humaniser la machine et de lui apporter justement toute notre façon de penser, au lieu de se laisser imposer sa façon de penser et par elle, et de lui laisser prendre possession de notre vie. Je suis d'accord, mais on peut à la fois être très humain sans machine, inhumain avec une machine. Je ne vois pas comment on peut opposer le numérique et l'humanité. Alain Toledano. Oui, alors en fait, on va revenir aux bases. Aujourd'hui, la qualité en médecine, c'est le temps. C'est le temps qu'on va donner aux patients. Et trop souvent, on a considéré que la qualité en médecine, c'est d'appliquer un traitement de pointe avec une technologie uniquement de pointe. Un arbre de décision qu'on suivait. Exactement. Donc le temps qualitatif, c'est important. Si on considère la maladie et pas le patient qu'on a en face de soi, le service médical rendu est amoindri. Et donc finalement, la médecine technologique a capturé la santé. Et les investissements sociétaux en santé ont été un peu accaparés par la médecine. Alors c'est très bien pour mieux traiter les maladies, mais on voit qu'on a des gens guéris qui restent malades ou qui se sentent malades parce qu'on n'a pas considéré l'individu dans sa globalité. Et donc, comme Eliette le disait, la bibliothérapie,
comme les arts-thérapies, les arts plastiques, la musicothérapie, la danse-thérapie, la dramathérapie par le théâtre. Tout ça, ça donne effectivement une diminution des dépressions, une diminution du sentiment d'isolement, une amélioration de sa projection de vie, ça favorise la résilience. Et ça, c'est prouvé, Alain, que finalement, si on combine cette médecine très technique avec cette médecine plus globale, on améliore la prise en charge du patient. Oui, alors tout le projet de cette santé intégrative et de l'Institut Raphaël, c'est effectivement de délivrer des soins et de les évaluer. Donc sur les 1600 premiers patients traités pendant 1 an et demi, 16 000 soins ont été offerts parce que c'est gratuit pour les patients et évalués. Et on a donc démontré par exemple que sur un parcours de santé simple, où on va accompagner les patients pendant quelques mois, on diminuait de 56% le taux de dépression sans médicaments. On diminuait de 40% ce sentiment d'isolement dont souffrent la plupart des personnes. C'est valable en cancérologie, mais pour toutes les fragilités. Et c'est vrai que dans une atmosphère post-Covid, où on a des gens qui se replient sur eux-mêmes et qui ont peur, l'approche en santé globale est assez salvatrice. Donc ne pas réinjecter que dans les médicaments antidépresseurs, mais dans cette vision humaniste d'une médecine. Et c'est là où le numérique va aider à mesurer la performance de ce modèle pour le rendre scientifiquement aussi valide. Je voudrais valoriser ce thème du numérique. Et comme Eliette, bien sûr, dire que l'humain n'est pas contradictoire avec le numérique. Le numérique, il va nous permettre de déléguer des tâches. Et donc, que chacun puisse faire son métier correctement. Donc, il va redonner à chacun ce temps qualitatif. C'est ce que vous dites, mais moi j'ai entendu des médecins avoir exactement les deux réactions. Je voudrais justement que Mme Abécassis nous réponde après. Certains disent « ça va me libérer des tâches, le numérique, et j'aurai plus de temps pour mes patients ». D'autres disent ça va me libérer du temps et je pourrai voir plus de patients. Donc c'est très humain dépendant, quoi. C'est pas la machine, c'est pas le numérique, c'est pas la technologie, c'est l'homme. Hein. Son outil, effectivement, on en fait ce qu'on en veut. Mais vous savez, par exemple, avec nos outils numériques qu'on a développés avec DocaPost, on sait que le patient, il va répondre en moyenne à 3 ou 4 questionnaires par mois et avec plaisir. Après, c'est un peu casse-tête pour lui. Mais un patient qui va vous donner sa liste d'effets secondaires. Et donc, on va avoir une analyse simple. On va avoir un temps de consultation dédié où, au lieu de taper sur l'ordinateur, on va le regarder dans les yeux, on va discuter. Et on va savoir l'orienter avec ses difficultés salivaires, ses troubles de la sexualité, ses insomnies, ses réveils nocturnes, ses troubles digestifs. Et donc, on va avoir une médecine performante parce qu'on a un outil qui collecte des données. Et on va avoir un temps de consultation qui va être orienté les yeux dans les yeux vers notre patient pour pouvoir le rassurer. Et on va pouvoir évaluer nos données et faire mieux notre médecine. Le bon médecin, Mme Abécassis, c'est quoi pour vous aujourd'hui ? C'est ça, c'est le médecin qui va s'occuper de notre corps, mais qui va aussi nous écouter et puis s'occuper de notre âme. Je crois que il ne faut pas tomber dans cette dérive de la science et du chiffre et de la médecine du risque à tout prix. Il faut aussi, au contraire, justement, parce que le numérique, c'est formidable, mais vous savez, c'est aussi anxiogène. Quand on se connecte tout le temps et qu'on a tout le temps des informations, ça produit une anxiété folle. Donc, il faut avoir une prise en charge encore plus importante qu'avant de tout le côté psychologique pour que les gens puissent effectivement converser, se retrouver ensemble. Alors, ça, le numérique, c'est formidable, justement, dans des moments de confinement où on peut parler à sa famille, se voir. Ça, c'est fantastique ce que ça permet, mais aussi retrouver la valeur du symbolique, de l'imaginaire. Tout ça paraît encore plus essentiel et encore plus vital aujourd'hui où nous sommes dans un monde numérique et scientifique. Et du coup, d'avoir un Alain dans son institut qui démontre la valeur presque médicale, finalement scientifique, de l'apport de cette vision un peu globale, avec cette art-thérapie, dans cette vision un peu globale, intégrative, finalement, c'est aussi, quelque part, vous appuyer dans votre démarche aujourd'hui de prouver que la culture, ça fait du bien. Ça devrait presque être un élément vital aujourd'hui. C'est presque un produit de première nécessité, ou en tout cas un besoin de première nécessité, si on le regarde sous ce plan purement médical. Oui, le travail aujourd'hui, Eliette pourra répondre, Boris Cyrulnik parle de résilience en disant c'est la capacité à rebondir quand on est face à un traumatisme, qui est médié par le sens qu'on va donner aux choses, par les affects et par l'interaction avec l'environnement. Pour donner un sens aux choses, il faut une énergie vitale. Pour sortir de la tristesse et aller vers la joie, il faut faire un effort, c'est Spinoza. Et donc c'est vrai que c'est ce qui va animer les âmes,
Le corps, c'est presque un outil. Ça va être toute cette dynamique intelligente, intellectuelle et cette santé mentale harmonieuse. Et donc, docteur Egliette, si je peux me permettre, vous allez continuer à soigner notre esprit avec le docteur Alain. Voilà, c'est l'alliance parfaite. Écoutez, vous savez, il faut qu'on arrête de parler du corps et de l'esprit et de faire cette dichotomie complètement aberrante. Où on a l'impression que d'un côté, il y a le corps et puis de l'autre côté, il y a l'esprit. C'est le même. Le corps et l'esprit, c'est la même chose. Et l'esprit, il n'y a pas d'esprit sans corps, il n'y a pas de pur esprit, et puis il n'y a pas non plus de corps sans esprit. Donc la démarche d'Alain Toledano et de l'Institut Raphaël, je crois que c'est une démarche essentielle, innovante, trop rare d'avoir cette façon de penser l'individu, la personne, dans son ensemble, dans toutes ses dimensions. Merci beaucoup en tout cas d'être intervenu. Merci madame, merci messieurs et à bientôt.